Enfin, il est intéressant de rappeler que les États sont susceptibles de changer de régime au cours de l'histoire, passant pour certains de démocratie à régime autoritaire, mais fort heureusement, l'inverse est vrai aussi. Plusieurs exemples récents peuvent étayer cette idée, parmi lesquels la transition que connurent plusieurs pays qui appartenaient au désormais disparu bloc de l'Est. Lors de la chute du mur de Berlin en 1989, ceux-ci connurent un grand nombre de changements et de réformes qui leur permirent de changer de régime. Je pense que la première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un phénomène, peut-être les experts s'y attendaient, mais que pour la plupart des gens et la plupart de la population de manière générale, c'était assez inattendu. Tout d'un coup, le mur tombe. Pour les citoyens européens, ils découvrent une réalité que l'ex-Union soviétique finalement est plurielle, ce n'est pas qu'un seul ensemble, c'est plusieurs États, et que ces États aspirent à rejoindre l'Union européenne. Regardez le moment où ça se passe, c'est le moment où l'Europe est devenue politique. On est à une union politique, on n'est plus à une union économique, avec un certain nombre de principes et de valeurs. Et donc, ces États frappent à la porte de l'Union européenne, et avec un souhait très clair d'adhérer. Alors il y a la question de la défense aussi sur l'OTAN, mais surtout l'idée qu'ils veulent faire partie de cet espace, symbole de liberté en quelque sorte. Et donc, il y a une notion d'urgence, et une notion d'urgence qui est à la fois perçue par ces États parce qu'ils veulent être sûrs d'échapper à un retour potentiel à un rideau de fer ou quelque chose qui y ressemble. Il y a une notion d'urgence aussi parce que l'Allemagne pousse, il ne faut pas oublier que l'Allemagne est dans une phase de réunification, et que pour certains, la réunification de l'Allemagne va de pair avec l'accueil de nouveaux pays. Et donc effectivement, ça se passe très vite. Ça se passe très vite pourquoi? Alors certains auront dit trop vite, c'est possible, parce que le problème c'est qu'on est passé d'une union à 12-15 pour passer à une union à 25-27, et qu'à ce titre, les systèmes de décision, les rapports de force, la manière dont l'Europe fonctionne n'est pas prévu pour fonctionner à 25, ce qui va aujourd'hui poser un certain nombre de difficultés. Mais en attendant, l'idée elle est là. L'idée est qu'il faut les accueillir très vite. Donc le processus d'adhésion qui est défini de façon très globale va faire que très vite ces États vont être appelés à entrer dans l'Union européenne sans difficulté. Il faut aussi se rappeler que si on prend la liste des 10 sans aucune forme de mépris, on n'a pas affaire à de très grandes puissances. C'est des petits États. C'est un grand nombre, mais c'est des petits États. Et que donc ça se passe plus facilement que si j'avais eu 10 fois l'Allemagne qui aurait voulu entrer, ou l'Italie, ou la Grande-Bretagne qui voulait entrer dans l'Union européenne. Ou la Turquie. Ou la Turquie. Voilà. Ça, justement, alors aujourd'hui, est-ce qu'on est encore devant des candidats qui voudraient intégrer l'Union européenne, ou est-ce qu'on est dans une période un peu plus calme en termes de demande? Il faut distinguer deux choses. Une fois de plus, est-ce qu'il y a des États qui veulent entrer dans l'Union européenne? La réponse est oui, j'y viens tout de suite. Est-ce qu'il y a des États qui seront accueillis par l'Union européenne et qui veulent y entrer et qui pourraient potentiellement ne pas être accueillis? La réponse est potentiellement oui. Alors on peut évidemment distinguer la question turque. Vous le savez, c'est un État candidat depuis longtemps. Mais aujourd'hui, vu la manière dont les choses se déroulent, vu les relations qui se sont grosso modo dégradées entre l'Union et la Turquie, on voit mal la Turquie, alors que c'est un État candidat, entrer dans l'Union européenne. Si je remonte un peu plus, l'Ukraine n'est pas candidate, en tout cas n'est pas considérée comme un État candidat aujourd'hui. Un certain nombre d'Ukrainiens aimeraient la voir entrer au sein de l'Union européenne, ou aimeraient entrer dans l'Union européenne tout simplement. Une autre partie peut-être moins. Et donc là, la question se pose tout de suite de si l'Europe dit oui, qu'est-ce que ça veut dire en termes de rapport de force, de relations internationales à l'égard de la Russie, par exemple. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, la situation, c'est compliqué. Si je descends et que je vais chercher des petits États, rappelez-vous, ou plutôt vers le nord, l'Islande, qui avait dit oui puis qui a dit non. Donc, on n'a plus des situations aussi transparentes, aussi nettes entre des États qui frappent à la porte et qui vont entrer un jour. Aujourd'hui, on a affaire plutôt à des situations où chaque État est presque particulier par rapport à la manière dont il va être accueilli ou non, où il va manifester son intérêt ou non d'entrer dans l'Union. Pourtant, cette marche vers le concert des nations européennes démocratiques n'est pas exempte de critiques. L'absence de séparation, voire la faible séparation des pouvoirs au sein de l'Union européenne fait dire à certains qu'un autoritarisme technocratique a remplacé l'ancien totalitarisme idéologique. La Commission et les conseils sont vus comme des institutions autocratiques. Voyons avec le professeur Michel quelle est la situation.
pense qu'on peut honnêtement dire que le Parlement est un vrai contre-pouvoir, que le Parlement est un vrai législatif. Ça, c'est une affirmation. Après, évidemment, il faut nuancer. Pourquoi ? Parce que le Parlement est effectivement composé de parlementaires élus directement, mais il ne représente pas totalement la diversité européenne. En tout cas, tous les citoyens européens ne sont pas considérés de la même façon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le facteur étatique, l'élément étatique est encore, entre guillemets, inséré au sein du mode d'élection du Parlement. Regardez, chaque État désigne un nombre de parlementaires prédéfinis. Alors si on prend un calcul tout simple, si je vous dis Malte désigne 6 parlementaires, ça fait grosso modo un parlementaire pour 50 000 habitants. Si je prends l'Allemagne, ou prenons même la Belgique 21 parlementaires ou 22 parlementaires pour faciliter le calcul, plus ou moins 10 millions d'habitants, on va dire 11 millions, mais peu importe, vous voyez le rapport est quasi de 1 pour 500 000, alors que c'était 1 pour 50 000 pour Malte. Donc certains vont dire, mais si le Parlement veut représenter l'ensemble des citoyens de l'Europe, il faudrait que chaque parlementaire soit élu par le même mécanisme, le même nombre. Donc c'est vrai, on peut dire qu'effectivement, il y a quand même des déséquilibres, que les Allemands, grosso modo, ont un parlementaire pour 1 million. Donc, à ce titre-là, ils sont élus, ils sont directement élus, c'est quand même, grosso modo, l'essentiel des législations européennes sont prises avec l'aval du Parlement. Sans l'aval du Parlement, c'est vraiment très exceptionnel et dans des domaines bien spécifiques. Alors, si on regarde l'évolution historique, il a de plus en plus de pouvoir. Ça, c'est un fait. Le Parlement est devenu d'un simple coopérant, oserais-je dire, à la norme tout au début, lorsqu'il avait un droit, entre guillemets, de proposer des amendements dans certains dossiers, à un vrai co-législateur. Aujourd'hui, la règle européenne, dans la majorité des cas, est faite dans ce qu'on appelle une procédure de codécision. Donc il faut à la fois l'aval du Conseil, à la fois l'aval du Parlement européen. Donc clairement, il a plus de pouvoir aujourd'hui qu'il n'en avait hier. La question de sa légitimité démocratique se pose oui et non à la fois. Les parlementaires, finalement, lorsque je regarde les institutions européennes, c'est celui pour lequel, finalement, les participants, les parlementaires sont tous élus sur base d'un processus électoral standard désigné par les citoyens. La difficulté se pose si on regarde un tout petit peu plus près. Parce que certains vont dire, oui, mais si le Parlement représente les citoyens, il faut que finalement chaque citoyen de l'Union européenne ait le même pouvoir d'élire qu'un citoyen d'un autre État membre. Et ça, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'Assemblée, les parlementaires ont été distribués par État. Donc chaque État membre a droit à un certain nombre de parlementaires. Ce qui veut dire, logiquement et naturellement, que l'élection des parlementaires n'a pas le même corps électoral. Si je prends un tout petit État qui a droit à 6 parlementaires, sa population, prenons le cas de Malte, ça fera 400 000 habitants. Donc un parlementaire représente potentiellement 50 000 habitants. Si je prends le cas de plus grands pays, prenons le cas même de pays moyens, la Belgique, je vais avoir 21, 22, on peut débattre selon l'histoire du nombre de parlementaires. Un parlementaire va représenter à peu près 500 000 habitants. Donc on voit bien que le poids n'est pas le même, mais en même temps, tout est fait pour encourager les parlementaires à dépasser le seuil national. Et si vous regardez la manière dont ils siègent dans l'hémicycle, on les fait siéger par famille politique, on ne les fait pas siéger par groupe politique. Le problème, une fois de plus, de la Commission, comme malheureusement aussi les autres organes, c'est que son rôle n'est pas strictement défini comme il l'est pour un État. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que la Commission, ce n'est que de l'exécutif, on ne peut pas dire que la Commission, ce n'est que du législatif, comme le Conseil n'est pas que du législatif et que de l'exécutif, c'est un petit peu des deux. Alors, la critique principale à l'égard de la Commission, c'est de dire que c'est finalement quelque chose qui n'est non élu, non désigné. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Si on regarde la manière dont ça a évolué au fil du temps, c'est vrai qu'au départ, la Commission était finalement un organe, une extension des États. Chaque État tenait d'ailleurs beaucoup à avoir son ou ses commissaires, parce qu'à une époque, certains États avaient droit à 2 commissaires. Et puis progressivement, on a voulu la désolidariser, si j'ose dire, des États. Donc séparer la Commission des États et de faire quelque chose qui est à mi-chemin entre les États, et le Parlement. C'est-à-dire que la Commission, finalement, elle est
et le Parlement, entre le Conseil et le Parlement. Alors comment on a fait? La première chose qui a été rejetée par les États, c'était de dire il me faut moins de commissaires que d'États. On le sait aujourd'hui, on a gardé, même si le traité dit qu'il peut y en avoir moins, on a gardé le même nombre de commissaires que d'États. La deuxième chose peut-être plus intéressante, c'est que le président de la Commission avant était choisi par les États. Aujourd'hui, le traité, et tel qu'il a été interprété dans les 2 dernières élections de la Commission européenne, est choisi parmi la famille qui a emporté les élections au Parlement européen. Et normalement, chacune des familles politiques, des groupes politiques, a désigné son candidat. Et donc, indirectement, on voit se poindre une commission qui va tirer sa légitimité auprès du Parlement, puisque finalement son président est de la même famille politique que celle qui a la majorité ou le plus grand groupe au Parlement européen, et que donc il se désolidarise progressivement des États et devient indépendant. Est-ce que ça lui donne plus, est-ce que ça répond aux critiques? Ce n'est pas encore un gouvernement. Il reste que le Parlement est le seul qui peut la démettre, le Conseil ne peut pas la démettre.